Salut et bienvenue chez Days. Ici, on papote comme à la maison autour d'une tasse de thé. Je suis Days et chaque semaine, j'accueille des invités venus des 4 coins du monde. Des conversations authentiques, inspirantes et multilingues vous attendent. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de chez Days. Je suis très 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 contente, comme d'habitude, de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, pour cet épisode, je suis avec Émilie. Salut Émilie. Bonjour. Hem, Avec Émilie, aujourd'hui, on va aborder pas mal, de thèmes, différents, intéressants, qui pourraient peut-être, ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément le but, mais parler à des gens, qui pourraient, aider des gens, ou même juste donner quelques informations en fait, donc hem, donc voilà. Alors Émilie, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de toi? De te présenter, tu nous dis ce que tu veux, ce que tu as Oui, envie. je peux faire ça. Ouais. Donc moi je suis Émilie, comment parler de moi? Par où commencer? Je suis handballeuse, Mmh mh. je suis depuis très longtemps. Mmh. Je suis baroudeuse Ça, c'est vrai. depuis aussi très longtemps. Avec Baroudeuse parce que tu aimes bien voyager? J'aime bien voyager, j'ai fait peut-être entre 25 et 30 pays, Mmh. en 15 ans, donc Ouais. c'est une grande partie de moi. Je suis une éducatrice spécialisée. Ouais. C'est mon métier, c'est aussi, les relations humaines, une passion. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est mon art, parce que je Mmh. crois que j'aimerais bien être douée en quelque chose d'artistique, mais j'ai pas trouvé ma voie, à part la relation avec les autres. Ouais, c'est déjà pas mal. Je suis une endo girl. J'ai de Mmh. l'endométriose, ça fait aussi partie de ma vie, du Mmh. coup. Ouais, on peut en parler Je un peu. suis quoi d'autre? Une amie. Suis-je Ouais. une amie? Oui, À ce oui, qui oui, oui, je paraît, confirme. plutôt ça a une grande place dans ma vie aussi, l'amitié. Mmh mh. Je suis une femme. Mmh. J'ai un mari depuis quelque temps quand Ouais, même, ouais. donc je suis aussi une femme, mariée, mais une Mmh. femme tout court aussi. Ouais, ouais, ouais. Et qui essaye, de trouver un équilibre, Ouais. dans tous ces champs de sa vie, Mmh mh. et je crois que je tends vers, quelque chose, qui commence à ressembler à un équilibre. OK, Voilà. c'est pas mal déjà. Mmh. On va pas spoiler, j'avais envie de te poser la question, combien de temps on met à trouver l'équilibre? Ce serait peut-être presque spoiler tout l'épisode et puis bon, bah, allez, Eh hop. bien écoute, j'ai 34 ans, si tu veux qu'on pose ça là, voilà. En réalité, c'est peut-être aussi un processus, hein, enfin un processus, un cycle, je voulais dire. J'ai dit un processus, mais C'est du travail, ouais. c'est du travail, ça demande, du travail sur soi, de trouver, enfin, en tout cas, moi, ça m'a demandé du travail Mmh. sur moi, de trouver un équilibre, de aussi un peu répondre à ces questions existentielles de: «C'est quoi être heureux, en fait, dans la vie?» Mmh. Ouh, Vaste vous su avez 4 heures. vaste sujet, thèse, antithèse, synthèse. Non, vraiment, je me suis posé cette question: «C'est quoi être heureux?» Moi, je suis quelqu'un qui vit les choses assez intensément, Mmh. mais une des réponses que j'ai trouvées pour moi, en tout cas, Ouais. c'était que peut-être que le bonheur résidait dans le fait, d'une certaine constance des choses, Mmh mh. de pas aller vers le trop ou le pas assez, Ouais. mais d'être dans une régularité, Mmh. des choses, et de trouver, du plaisir, et du bonheur dans des choses simples, Ouais. plutôt que dans la complexité, des émotions fortes. Mmh mh. Et ça a été un gros travail à faire, Ouais. parce que quand on a été habitué au trop et pas assez, Ouais. on trouve une forme de jouissance, enfin Mmh mh. dans ces montagnes russes, Ouais. et apprendre à vivre dans une vie, où, élec l'électrogramme est un petit peu plus plat, Mmh mh.
mais du coup, qui permet, de 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 se centrer un peu plus sur soi, bah, c'est tout un processus. Ouais, j'imagine. Si on reprend un petit peu, les choses que tu as dites. Tiens, si on commençait par le sport, tiens, le handball. Ça fait combien de temps, que tu en fais? Tu as dit très, très longtemps, mais ça fait combien de temps, en fait? 20, 7 ans. Waouh! 27 ans, ça fait, 27 ans que ça fait partie de ma vie et ces dernières années, ça a été un peu, comment dire? La partie de moi où je savais plus si ça faisait vraiment partie de moi, si j'avais Mmh. encore envie que ça fasse partie de moi. Mmh. Parce que les sports collectifs, parce qu'un sport qui sollicite beaucoup le corps avec l'endométriose, ce n'est Ouais, pas toujours facile ouais. et j'ai voulu arrêter cette année Mmh. et c'est un peu, je dis, c'est un peu comme une religion. Mmh. Je sais plus trop pourquoi je le pratique, mais si je Ouais, le pratique pas, je me sens pas complète, quoi. ouais, OK. Donc voilà, ça fait très longtemps et ça j'ai complété cette pratique sportive avec du yoga. Mmh. OK. Qui est beaucoup plus yin, beaucoup plus dans ma part de féminin Ouais. et que je ne pensais pas apprécier, parce que je suis quelqu'un un peu dynamique, qui est tout le temps en train de bouger. Mais finalement le hand, comme défouloir, Ouais. comme, quelque chose de l'action, Mmh. plutôt du yang et le yoga Mmh. pour la partie plus féminine, Mmh. plus centrée, introspective. Ouais. Ça s'équilibre plutôt bien. Ouais. OK. Voilà. C'est un peu comme une révélation, finalement. Ouais, ouais, voilà, je pense que le hand tout seul, ça me convenait plus et Mmh. qu'aujourd'hui, le hand avec, mais le sans le hand, ma vie, c'est pas pareil Ouais, mais le hand et le yoga, c'est en tout cas cet équilibre qui me convient aujourd'hui. ouais. OK, c'est pas mal. Ouais. Hem, Si on continue un petit peu avec ta liste, de qualificatifs, donc tu nous as dit tout à l'heure que tu avais, pas mal, voyagé, que tu as 25 pays, à ton actif. Comment c'est venu un peu ce goût-là de l'aventure, la découverte, les choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi? Ça fait partie de ta personnalité? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps? Comment tu vois ça? Bah, moi, je pense que c'est lié à ma personnalité. Je suis Gémeaux, je suis un signe Just saying. d'air et je pense qu'aussi, un de mes mécanismes de défense, c'est un peu la fuite, des Mmh. fois. Ouais, Et le voyage, c'est une belle forme de fuite. ouais. C'est une fuite vers, autre chose, mais autre chose qui me nourrit quand même. Mmh. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Mmh. C'était un moyen de sortir de ma bulle, aussi du quotidien avec les problèmes, d'aller voir, que j'ai fait pas mal de voyages, autour du volontariat, donc Mmh. aller rencontrer des gens, qui ont pas la même vie que moi, Mmh. qui ont pas, la même manière de penser que moi, Mmh. ou les choses qui sont graves pour moi le sont pas forcément pour eux Ouais. et ça me permettait aussi, de me décentrer un petit peu, de ma vie de drama queen, d'occidentale, heu, voilà et puis, oui, j'aime voir des choses différentes, des paysages différents, Mmh. des gens différents, Ouais. des cultures, des cuisines, de l'architecture, Mmh. enfin, voilà. J'aime me nourrir de ce qui se passe ailleurs Mmh. et puis, bah, pour aussi un peu, moi, je travaille dans le social, je travaille avec des humains, je travaille avec des humains qui viennent de partout Mmh. et travailler avec des gens qui ont si on alors j'ai pas la prétention, avec des petits voyages, enfin, j'ai fait des voyages plus ou moins longs, Mmh. mais j'ai juste touché du doigt un petit peu, différentes cultures, différents environnements, mais au moins, j'ai un peu vu, les gens du monde et comment Mmh. on vit dans à peu près tous les continents et voilà, avoir au moins l'idée qu'ailleurs c'est différent, mais qu'être différent, c'est pas forcément mieux ou moins bien. Mmh. C'est juste, Différent. différent Ouais. et ça explique aussi pourquoi, bah, quand c'est différent, vivre ensemble Mmh. dans un endroit, Ouais. c'est pas et quand on vient d'endroits différents, c'est Ouais. pas toujours simple Mmh.
et heu et voilà, de faire un pas vers, essayer de comprendre un petit peu l'autre, dans sa différence, comment il perçoit les choses. Ça Mmh. permet, voilà, de favoriser le vivre ensemble. Ouais. Une des plus grosses expériences de vivre ensemble que j'ai fait, c'était un volontariat, au Vietnam. On était 20 nationalités de volontaires. OK. Le plus dur, c'était pas tellement de cohabiter avec les Vietnamiens, c'était de Ouais. cohabiter entre Entre eux. volontaires, avec des gens qui venaient, alors il y avait des Européens, mais pas que, et même entre Européens, Ouais. Ouais. c'était très Ouais. différent. Le rapport à l'hygiène, le rapport au sommeil, le Mmh. rapport, à l'autorité, il y avait vraiment des gens très différents. Alors il y avait des personnalités, mais il y avait aussi, des cultures. Ouais. Et donc justement, quand tu parles de tes voyages, et de tes expériences avec, l'être humain et cetera, que ce soit par, ben, tes voyages ou le sport, est-ce que ça a influencé du coup, ben, le choix de ton métier? Non, je crois que ce qui m'a fait choisir, mon métier, c'est là où j'ai grandi, à Mmh. Neuilly-sur-Marne. Mes parents, ils étaient de classe moyenne, mais ils auraient pu nous mettre en école privée, avec ma sœur, mais ils ont toujours, fait le choix de nous laisser à l'école publique en disant, «Bah, c'est l'école de la vie, bah, c'est là où, nos filles, elles vont, vivre avec, la société, Mmh. avec des gens aussi différents de nous». Parce Ouais. que moi, notamment au collège, j'étais dans un collège, heu, où il y avait des gens de tous horizons. Il pouvait y avoir des Mmh. classes moyennes sup, des classes moyennes, des gens plus précaires, et on vivait tous ensemble, et notamment il y avait, un foyer Mmh. avec des enfants placés, qui venaient aussi dans notre collège, Ouais. et c'est un peu par là que j'ai connu ce qu'était la protection de l'enfance. Ouais. Et après, le social en général, j'ai des parents qui sont très tournés vers les autres, qui aident Mmh. beaucoup les autres, et ça fait partie des valeurs qui m'ont été transmises. Mmh. Donc petit à petit, c'est comme ça que le chemin s'est fait pour devenir, EduxP, et après, je dirais que les voyages, les rencontres, c'est ce qui a nourri ma pratique, d'éduc aujourd'hui, quoi. Ouais. OK. Mais du coup, alors, si on fait un petit, retour, en arrière, est-ce que tu veux nous expliquer un peu quel a été ton parcours? Comment tu as commencé? Enfin, tu vois? Ce qui t'a amené à devenir EduxP, en fait? Alors moi, j'étais plutôt une bonne élève à l'école, et donc j'ai eu mon bac. Mmh. À la sortie du bac, moi, je voulais devenir prof. Mmh. J'avais rencontré des profs plutôt sympas dans ma vie, notamment une prof d'histoire, au collège, qui était vraiment, une très, très bonne, prof, d'histoire, et Ouais, très humaine, et qui arrivait avec les élèves les plus compliqués, ouais. et moi, j'avais toujours des classes compliquées. Mais tu Heu, vois, c'est intéressant. Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que là, toutes les personnes que j'ai eues, sur le podcast, elles m'ont toutes raconté la même histoire. Il y a un prof qui a influencé, qui a changé ci ou ça. C'est fou, hein, quand même comment l'école, c'est des quand même l'école et la vie, c'est des rencontres. Alors, c'est ouais. surtout qu'on rencontre, en fait, on rencontre quand même beaucoup de gens à l'école, parce qu'on y Ouais. passe beaucoup de temps, au Mmh. final, dans notre enfance C'est et vrai. notre adolescence. Donc c'est là qu'on rencontre soit d'autres enfants avec des vies, inspirantes, ou des vies Mmh. qui nous marquent, soit des adultes, profs, CPE, surveillants, Ouais, ouais, ouais. qui marquent une vie. Donc moi, effectivement, cette prof, madame Delors, elle a marqué, ma vie, par l'humanité qu'elle dégageait, et Mmh. donc voilà, j'ai eu envie de devenir prof d'histoire. OK. Donc j'ai eu mon bac, et j'ai fait une fac d'histoire. Mmh. Et tout est parti, bon, alors j'ai pas, je me suis retrouvée à la Sorbonne, dans une fac de droite. Ouais. Bon, je travaille dans le social, donc on imaginera bien que mes idées sont plutôt à gauche. Ouais. Et donc je m'y retrouvais pas du tout pas dans le contenu d'apprentissage, mais dans la manière dont les apprentissages étaient transmis, et dans, l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans cette fac, donc je décrochais petit à petit, et un jour j'ai été,
au café de la fac, quoi, Mmh. en train de bosser, un petit peu, de réviser. Et il y a une étudiante qui vient d'une association qui s'appelle La Fève, qui est une association étudiante qui aide des enfants en difficulté au niveau de la scolarité, Ouais, qui ont pas forcément beaucoup, d'ouverture sur le monde extérieur et cetera. ouais. Donc elle vient présenter son asso et à Mmh. un groupe qui était à côté de moi. Et là, ils lui répondent d'une manière, très hautaine et ils lui disent: «Mais qu'est-ce que tu as à nous à ça va me rapporter quoi de t'écouter?» Et là, je crois que ça a vraiment marqué un tournant dans ma vie parce que du coup, j'ai dit: «Bah, moi, je vais t'écouter». Ouais, Et du coup, elle m'a expliqué son asso et moi, j'étais en train de décrocher de la fac, donc je me suis engagée dans cet asso. d'accord. J'ai fait de l'accompagnement individualisé d'enfants en difficulté scolaire. Mmh. J'ai arrêté la fac, j'ai préparé et donc je me suis rendu compte que je voulais pas vraiment être prof, je voulais m'occuper des enfants qui avaient des difficultés à l'école, qui Ah! revenaient plus ou moins à être éduques, en fait. D'accord. Et c'est comme ça que, bah, j'ai préparé mon concours pour rentrer en école d'éducateur spécialisé, dans ma ville, à Neuilly. Je voulais aller que là. Mais la bonne J'ai réputation, cette école, j'ai l'impression, Oui, hein, oui, dans ce domaine-là. c'est un IRTS, Ouais. qui est plutôt pas mal, encore aujourd'hui, Mmh. ça va. Et donc voilà, c'est comme ça qu'après je suis rentrée, j'ai travaillé un petit peu entre-temps à Decathlon. Ouais, ça, c'était une À grosse une grande partie de partie. ma vie, Ouais. Decathlon aussi, une grande, expérience, de vie parce que c'était aussi, la vente, bah, on rencontre, beaucoup de gens différents aussi. C'était aussi, d'un point de vue, sociologique, très intéressant d'être, dans ce milieu-là. Mmh. Et ça m'a aussi beaucoup appris sur moi, sur les autres, sur l'humanité. Ouais. Donc c'était et puis non, ça a été des belles années, de ces années étudiantes où j'ai travaillé, à Decathlon. Et donc voilà, après j'ai passé mon diplôme et en même temps que je faisais ma formation, d'EducSP, je ne sais pas comment aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour cumuler autant de travail, Ouais. parce qu'aujourd'hui je suis juste fatiguée d'avoir un emploi. Mais à l'époque, j'étais donc c'est une formation où on a des stages longs, donc on est quasiment en alternance. Ouais. Je travaillais la nuit en internat, scolaire ou d'enfants qui étaient, heu, à l'école, mais en internat, donc je les Mmh. surveillais la nuit. Mmh. Pendant toutes les vacances, j'étais, soit en volontariat à l'étranger, soit en train d'être animatrice dans les centres de loisirs, de ma ville. Mmh. Je travaillais à Decathlon tous les week-ends. Et bah, voilà, ça fait déjà pas mal d'emplois Ouais. cumulés Ouais, ouais. et de mes souvenirs, c'est, les plus belles années de ma vie, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis, dans mon parcours de formation, en fait, le éducatrice spécialisée, on va dire qu'il y a 3 champs principaux. Il y a la protection de l'enfance, l'insertion, c'est pour toutes les personnes qui sont, un peu marginalisées, ça va des SDF, aux femmes, qui sont en situation de prostitution, aux femmes victimes de violences conjugales, à aussi, des jeunes éloignés de l'insertion professionnelle. Et puis il y a le troisième grand champ, c'est le handicap, Mmh. de Ouais. enfants, adultes, voilà. Donc moi dans ma formation, je savais que ce qui m'intéressait, c'était plutôt, la protection de l'enfance. Mmh. Mais du coup, dans mon parcours de formation, j'ai eu l'occasion d'exercer dans les 3 champs. D'accord. Au final, 3 champs qui sont pas, c'est pas, perméable, quoi. Enfin, Mmh. les 3 champs se rencontrent d'une manière ou d'une autre parce Ouais. que les enfants qui sont en situation de handicap, mais qui sont aussi, placés ou bien suivis en Ouais. protection de l'enfance, il y en a. Bien sûr. Les gens qu'on retrouve dans les parcours d'insertion, qui sont un peu marginalisés, souvent, ils ont de près ou de loin un lien avec la protection de l'enfance. Ouais. Et en protection de l'enfance, bah, pareil, du coup, ces gens-là, on les rencontre aussi. Donc Ouais. c'est 3 univers qui, au final, il y a Ouais. des passerelles et tout le monde se rencontre. Et voilà, et donc j'ai eu mon diplôme, d'éducatrice spécialisée et ma licence administration économique et sociale. Ouais. Et en finissant mes études, j'ai fait un petit break. Je suis partie au Mexique pendant 3 mois Mmh. pour, là-bas, j'ai enseigné le français, à des étudiants. Et quand je suis rentrée, bah, donc j'ai travaillé en foyer pendant presque 3 ans. Mmh. J'ai fait l'ouverture d'un foyer sur Paris. C'était vraiment très riche comme, expérience.
c'était une petite unité de vie, il y avait tout à créer et moi Mmh. j'aime bien, être libre de mettre ma patte, Ouais, dans ce que je fais ouais. et puis, ouais, au bout de presque 3 ans, j'ai eu besoin de voir autre chose, dans la problématique des enfants parce que là, j'étais beaucoup dans le quotidien donc Mmh. je prenais pas assez de hauteur avec, ce qui se passait pour eux et donc là, j'ai décidé de postuler, pour devenir, ce qu'on appelle référente ASE. Mmh. C'est les éducateurs, qui, pour les enfants placés, on coordonne un peu leur parcours. Peu Ouais. importe, dans quel foyer ils vont, nous on reste. Mmh. On est reliés à leur ville d'origine et on travaille avec leurs parents D'accord. et on ne s'occupe pas que des enfants placés, on s'occupe aussi, de tout ce qui est mesures, d'accompagnement à domicile. Mmh. Donc, sur un territoire donné, voilà, on intervient chez les gens. Ouais. Et puis, je m'occupe aussi, des jeunes majeurs parce que la protection de l'enfance, c'est de 0 à 18 ans, mais de 18 à 21, ils peuvent demander à continuer à être accompagnés. D'accord. Moi, c'est un peu ma spécialité, ça, Ah c'est OK. ceux que j'aime vraiment beaucoup. Moi, ce que j'aime travailler, c'est les sorties du dispositif. Mmh. C'est qu'une fois qu'on les a accompagnés plus ou moins longtemps, leur avoir donné toutes les armes pour que la suite, Se passe ils bien. arrivent à se débrouiller sans nous. Mmh. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse et puis après, il y a tout le travail aussi d'évaluation. Donc ça, c'est la porte d'entrée en protection de l'enfance. D'accord. C'est les enfants qui sont signalés, Ah oui. par un voisin, par l'école, l'hôpital, Mmh. et donc là, nous, après, on évalue si c'était juste un moment où voilà, un parent a un peu perdu pied, mais il a su trouver des solutions pour, un petit peu, retrouver ses repères dans sa parentalité ou si c'est des choses, plus graves qui nécessitent, du coup une intervention, de la protection de l'enfance, soit, soit c'est administratif, ça veut dire que les gens sont d'accord pour qu'on les aide, alors on signe un contrat ensemble. Ouais. Soit, il y a vraiment un danger avéré, ils sont pas d'accord, ils Mmh. reconnaissent pas qu'il y a un danger, et dans ce cas, c'est le juge qui décide et là, c'est une mesure judiciaire. D'accord. Voilà à peu près aujourd'hui tout ce que je fais Ouais. et ce que j'aime dans ce travail, c'est que, bah, c'est jamais pareil parce Mmh. qu'on fait plein de choses différentes. Ouais. Les enfants que j'accompagne, ils ont de 0 à 21 ans. Ouais. Les parents, bah, il y a autant d'histoires que de situations. Ouais. Donc c'est vraiment très riche et il y a pas de routine, et puis, bon, c'est un peu dur quand même parce Mmh. que on est dans un contexte politique qui valorise pas trop, bah, l'aide à la personne. Mmh. Donc on a de moins en moins de moyens pour accompagner des gens qui vont de plus en plus mal. Ouais. Mais au-delà, si on se dégage un peu de ces contraintes-là, bah, comme c'est quand même un métier de la rencontre, Mmh. moi je fais encore ça a fait 10 ans que je suis dans ce poste-là du coup et je m'en lasse pas et je continue de rencontrer des gens, parce que bon, dans mon travail, c'est moi qui dans l'idée je suis censée leur transmettre quelque chose Ouais. qui est pour les aider à aller mieux, en tout cas dans leur Mmh. parentalité et les enfants dans leur quotidien. Mais moi, je reçois aussi beaucoup Bien sûr. de de familles qui ont des parcours de vie tellement compliqués, mais qui restent dans une générosité Mmh. qu'on voit plus, Ouais. d'enfants qui ont vécu des choses, horribles et qui arrivent à relativiser, à avoir une Ouais. résilience sur la vie, assez exceptionnelle. Donc voilà, moi c'est comme ça aussi que je trouve mon équilibre, Ouais. dans mon quotidien, c'est, de donner, mais aussi dans mon travail de recevoir. Mmh. Voilà. Alors du coup, parce que bon, évidemment comme toute, comme toute personne inspirante, on parle beaucoup, déjà toi et moi et puis je te pose beaucoup de questions, mais ce qui me, alors pas que ça, mais ce qui moi me fascine, avec toi, c'est, justement, le fait que, hem, en fait dans la dureté de ton métier parfois,
que tu perdes pas, l'envie, la vocation et que surtout hem, quelque part, tu réussisses à garder un certain, cap, pour ne pas, être dégoûté ou désabusé, ou toi ne pas, je sais pas, tomber dans des états, graves, tu sais? Parce que c'est De tellement burn-out comme, de ouais. burn-out, voilà, ou même de pas prendre alors, tu vas voir, hein, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu es et comment tu gères les choses, mais c'est pour le je sais pas, pour le commun des mortels ou alors pour moi, je crois que ce serait difficile de pas rentrer à la maison avec tout ça, en fait. Voilà. Donc et de pas me laisser, tu sais, submerger, en fait, par tout ça. Hem, Bah, je crois que, tous les métiers sont difficiles. Moi, par exemple, demain, tu me demandes d'être bouchère, j'en suis incapable. ouais, Moi, effectivement, mon métier fait que je suis confrontée, à la violence, ouais, toutes les formes de violence. ouais, Mais comme tout métier, je l'ai appris. oui. J'ai appris à gérer ça, en Mmh mh. fait. J'ai appris et quelque part, on fait pas ce métier par hasard, donc quelque part, la violence, elle est aussi, ancrée dans mon histoire, transgénérationnelle et Mmh. voilà, je pense que j'ai un vécu et une famille, où la violence a été présente. Ouais. Heu, alors moi, j'ai pas vécu dans la violence, Mmh mh. petite, mais voilà, j'ai vécu avec des parents qui ont été imprégnés, de ça et du coup, j'ai un rapport à la violence, aujourd'hui peut-être, simplifié par rapport à des personnes qui, font pas le métier que je fais. Mmh. Moi, oui, toute la journée, je suis confrontée à des situations de violence et quand je rentre chez moi, je peux pas dire que je l'emmène pas. Ouais. C'est juste que je l'emmène, sans que ça vienne, hem, emboliser tout le reste de ma vie. Mmh. Et alors ça, c'est très enfin, et je dis pas qu'à des moments de ma vie, ça a pas pris le dessus parce qu'il y a des moments quand moi, je pense que je suis investie dans mon travail, il y a des moments quand on est investi, on peut basculer sur le trop investi Mmh. et à ne plus réussir à couper, Ouais. répondre aux sursollicitations tout le temps et effectivement, risquer d'aller vers, cet épuisement, Mmh. professionnel. Voilà, moi j'ai eu des périodes où c'était vraiment dur et j'ai réussi à me remettre en question dans mes pratiques, dans mon quotidien, sur qu'est-ce que je peux mettre en place pour me protéger aussi Mmh. et là, je pense que j'ai atteint pas encore complètement un équilibre. Je tends vers un petit peu plus, encore de prise de recul, mais je suis en chemin pour, effectivement, à la fois, c'est vraiment un exercice pas facile parce qu'il faut à la fois quand sur les heures où on est au travail, être investi. Moi, je pense que les enfants que j'accompagne et les familles que j'accompagne, i je mets de mon cœur comme si c'était, Ouais. mes enfants, ma famille, Ouais. enfin, je les aide comme si c'était des gens qui comptent vraiment pour moi Mmh mh. et il y en a une grande partie qui compte vraiment pour moi. Mais en même temps, quand je rentre chez moi, je les laisse au travail et c'est aussi après, c'est une forme d'humilité de se dire: «Bah, en fait, quand je suis pas là, enfin, je suis pas indispensable, en fait, Mmh. ils vont pas mourir parce que, là, pendant 2 jours, je suis pas là. Ouais. Personne qui va mourir Ouais. et s'ils ont besoin de quelque chose, ils ont aussi de la ressource, ils vont trouver des solutions sans Ouais. moi» Et et ce mmh. et c'est ça qui, moi, m'a permis aussi, voilà, de lâcher un peu prise et de dire Ouais. Mais tu sais, cette réflexion que tu as en disant: «Bah, moi, je suis pas indispensable et si je suis pas là, ils vont pas, mourir». C'est, hyper sage parce que je peux imaginer que c'est une réflexion qui est pas, évidente pour, bon nombre, d'entre nous et pas forcément que pour des personnes qui travaillent, dans le social, hein, mais, tu sais, heu, je lisais, récemment que, finalement, les entreprises qui vous surexploitent, et que du coup, si les employés se laissent entre guillemets alors se laissent exploiter, c'est mal dit parce qu'on n'a pas envie de se faire exploiter, mais
qui n'arrivent pas vraiment à mettre pardon, de limites. Hem, Peut-être parce que ces personnes ont des choses à prouver ou parce qu'elles veulent montrer que, tu vois, qu'elles en valent la peine ou quelque chose comme ça, peu importe. La réflexion de l'article que je lisais, c'était, ben, si demain, vous n'êtes plus là, l'entreprise, elle va continuer à fonctionner et vous allez être remplacés. Et pour certains, je pense pour pas mal, en fait, c'est un petit peu difficile à entendre, tu sais? Parce que tu t'investis dans plein de choses, tu essaies de faire de ton mieux et cetera. C'est peut-être une question d'ego, c'est sûrement une question d'ego. Mais tu vois, le fait que tu dises un peu le contraire, enfin, tu dises la même chose, mais à l'effet inverse, si je peux dire, je trouve que c'est assez sage. Bah, alors en théorie, oui, ça l'est sûrement. Après, dans la pratique, c'est pas facile à appliquer tous les jours, Ouais. notamment parce que les gens qui travaillent dans le social, je pense comme je l'ai dit, on n'atterrit pas là par hasard. On a des choses à régler avec nous-mêmes, sur des Mmh. choses à se prouver. Mmh. Il y en a, bon, je pense qu'il y a une partie des gens dans le social, ils sont pas là pour les bonnes raisons et ils sont plus dans l'idée d'avoir du pouvoir sur des gens plus faibles qu'eux. Ouais. Ça, c'est des gens qui devraient pas faire ça. Mmh. Et puis l'autre partie, c'est ceux qui ont envie de réparer plein de gens Mmh. et avant de se réparer eux-mêmes. Ouais. Heu, Moi, je pense que le travail que j'ai fait sur moi fait qu'aujourd'hui, j'aime bien aider les gens, transmettre ce que j'ai à transmettre, mais que j'ai quand même fait le taf d'aller me réparer moi un petit peu, Mmh. à travers, des différentes approches Mmh. et c'est ce travail sur moi qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à prendre ce recul et dire: «Beh, en fait, oui, heu, recule un petit peu de la tête de ton guidon Mmh. et en vrai, avant que tu interviennes dans leur vie, ces gens, ils vivaient, ils sont pas Ouais. morts. Ouais. Donc là, si tu interviens pas pendant 48 heures, normalement, ils devraient pas mourir». Ouais. C'est réussir à sortir un peu de l'émotionnel Mmh. parce que des fois on part en week-end, mais il y a eu un truc chaud au taf, on sait pas trop ce qui va se passer. Mais jusqu'à présent, personne n'est mort. Donc Ouais. en fait, nous, on travaille beaucoup dans l'urgence. Il y a Mmh. beaucoup enfin, on dit qu'il y a beaucoup d'urgence, mais au final, si on doit vraiment se dire dans tout ce qu'on qualifie d'urgent, il y a très peu de choses qui sont vraiment urgentes. Ouais. Et c'est ça que aujourd'hui j'arrive un peu plus à me dire: «Attends, pose-toi, calme-toi. Là, est-ce que vraiment il y a une urgence vitale quelque part? Mmh. Est-ce qu'il y a vraiment urgence à ce que tu répondes à cette personne-là dans les 30 minutes? Si tu lui réponds demain, ça changera pas la face du monde». Et c'est comme ça, ouais, que j'arrive à toujours être éducatrice, au bout Ouais. de ça fait quoi, 13 ans? À toujours aimer ce que je fais, à toujours prendre du plaisir, à toujours, apprendre, Ouais. à me nourrir de tout ça et puis, bah, le jour où ça sera plus le cas, j'arrêterai, je ferai autre chose. Ouais. Mais là, pour l'instant, c'est toujours un métier, dans lequel j'arrive à m'épanouir et pourtant c'est un petit peu old fashion d'être éduque en ce moment. C'est pas vraiment, dans les mœurs, aussi de comment la société évolue. Enfin, la Ouais, bien société, sûr, on n'est pas trop dans, bien sûr. s'occuper des autres, c'est s'occuper de soi, prendre Mmh. soin de soi. Oui, être éduque, en fait, c'est aussi quand même, faut poser ses limites, mais pas trop près de soi, parce que sinon Mmh. on peut pas aller s'occuper des autres. Ouais. Donc voilà, c'est tout ça, dans une société, dans un environnement qui est pas forcément propice, quand on se donne les moyens de réfléchir un peu aux enjeux. Ouais. Bah, moi, en tout cas, pour l'instant, je m'éclate, OK, toujours. très bien. Donc finalement, tu te vois encore faire ça, aussi longtemps que tu as l'énergie, J'ai eu mon entretien annuel, il y a de ça 2 jours. J'ai pas j'ai pas trop de alors, parce que mes projets personnels, en ce moment, j'essaye d'avoir un enfant. Ouais, on va en Ça parler justement. ça et ça me prend de l'énergie, donc j'ai pas spécialement envie de dépenser mon énergie aujourd'hui, Mmh. sur quelque chose de carriériste. Je suis dans un emploi qui me plaît, mais du coup aussi où j'ai un confort, où je maîtrise, Ouais. donc ça me demande pas forcément beaucoup d'efforts, enfin, c'est quand même un métier qui est prenant, mais
Mais j'ai des repères Oui. qui font que, j'ai un confort que je souhaite garder. Donc pour l'instant, voilà, je peux avoir des projets, mais plus à long terme. OK, juste alors justement, tu viens de dire que tu essayes, d'avoir un enfant et au début, tu te décrivais, justement comme, Indo girl. Alors du coup, heu, comment ça va? Heu, l'endométriose, quelle place elle a, dans ta vie? On en parle de plus en plus, heureusement, de l'endométriose et de ce qu'elle représente justement pour les femmes. Hem, Si tu nous parles un petit peu de cette partie de toi, comment ça a commencé? Comment tu l'as su? Ouais. Alors moi, c'était totalement par hasard. J'avais toujours eu une espèce d'intuition qu'il y avait un truc qui allait pas, OK. mais en même temps, je crois qu'il y a plein de filles qui se disent, quand elles sont ados: «Ouais, j'arriverai pas à avoir un enfant». Du coup, moi, c'est arrivé par hasard pendant le covid. D'accord. J'ai consulté mon gynécologue parce que j'ai des règles pas très longues, moi, OK. et bah, je lui ai juste dit: «Bah, mes règles sont pas très longues». Mmh. Et il m'a fait une écho, il m'a dit: «Ah bah, vous avez, des kystes, sur les ovaires qui sont d'allure, endométriosique, on va faire un bilan». D'accord. Donc moi, pour le coup, l'errance médicale que beaucoup d'endo-girls rencontrent, je l'ai pas tellement vécue. Mmh. Parce que moi, je venais un peu par hasard sur une question du quotidien, Ouais. et il trouve ça. Après, il me dit: «Vous avez mal?» Je dis: «Ouais, alors, mal, tout est relatif». Ouais. Oui, mes cycles, sont pas, toujours faciles. Oui, la digestion, c'est pas facile. J'ai Ouais. souvent mal au ventre. Mmh. Mais moi, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Donc Ouais. aujourd'hui, je vois pas ça comme une douleur, que j'arrive Mmh. pas à gérer. Mmh. Et puis moi, j'avais été sous pilule assez jeune et jusqu'à, 27 ans. D'accord. Donc, et sous pilule, j'avais pas forcément de douleur ou quoi que ce soit. Mmh. Donc me voilà, faire mon petit bilan, et donc là, on se rend compte que j'ai une endométriose assez étendue. Ouais. J'en ai sur les ovaires, j'ai de l'adénomiose aussi, c'est dans l'utérus. OK. J'en Est-ce ai que sur c'est le aussi des kystes, du coup, ou Non, c'est des en fait, liaisons les lésions? Pardon. c'est des lésions dans le muscle, Ah oui, d'accord. à l'intérieur du muscle. Mmh. C'est pas dans l'utérus, c'est dans le muscle, à OK. l'intérieur. Ouais. J'en ai, sur le ligament utérosacré et une partie du sigmoïde, donc un peu lié aux intestins, ce qui expliquait OK. pourquoi j'ai mal au ventre un peu régulièrement. Voilà, donc là, bam, ça me tombe dessus. Ouais. Dans un premier temps, je suis en colère, donc pourquoi ça me tombe dessus cette histoire-là? Qu'est-ce Ouais. que qu'est-ce que j'ai pas prévu de vivre avec ça, moi? Mmh. Est-ce que à ce moment-là, là, quand tu l'apprends, tu es déjà en projet bébé, pas encore, ça n ou ça te traverse l'esprit justement que de te dire: «Ah mince, Ah mais alors ça va». à ce moment-là, je suis célibataire, Mmh. dans des histoires avec des hommes torturés, un peu perdue, et justement, mais j'ai toujours voulu être mère. Donc Ouais. je me dis: «Ah, j'ai un problème là, Mmh. parce que le jour où je vais vouloir, ça va pas être simple», et là, je suis loin d'avoir trouvé quelqu'un Mmh. avec qui, monter ce projet. Ouais. Donc là, mon gynéco m'oriente vers la préservation de la fertilité. OK. C'est, un dispositif qui permet de congeler ses ovocytes, même quand on n'a pas encore de projet, bébé, concret, Ouais. pour, optimiser les chances et si la maladie évolue, bah, garder des cellules, saines quoi, Ouais. le plus saines possible. Et donc j'ai été à Thonon et j'ai pas été au bout de ce programme parce que j'ai pas du tout aimé comment j'ai été traitée, par les professionnels que j'ai rencontrés là-bas. Je peux pas dire que c'est toute l'équipe parce que j'ai des amis qui l'ont fait là-bas et avec qui ça s'est très bien passé. Mais moi, je me suis pas sentie, ni écoutée, ni, respectée, et du coup, j'ai pas eu envie de m'imposer ça, donc j'ai D'accord. pas été au bout de ce protocole. Par contre, du coup, cette découverte de l'endométriose, au bout d'un moment,
passer la colère. Je me suis dit: «Bon, tout arrive pour une raison». Mmh. Moi, j'ai une approche de la médecine un peu holistique. Qu'est-ce que ce symptôme? Qu'est-ce que cette maladie vient te dire sur Ouais, toi, sur ton ouais, histoire et cetera? Et donc je suis partie, m'intéresser, à la mémoire cellulaire, ouais. qui est, une forme d'accompagnement, par le corps. Mmh. Et donc j'ai travaillé, 4 ans, et demi, ça fait 4 ans et demi, Mmh. avec une thérapeute, exceptionnelle pour Mmh. moi. Enfin, une Ouais, rencontre, vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup aidée dans mon développement en tant que femme. ouais. Et on a travaillé sur plein de questions en lien avec mes relations aux hommes, en lien avec mon désir de maternité. Mmh. Et comme quoi le travail sur soi, ça fonctionne puisque ça fait, maintenant 3 ans et demi que j'ai rencontré, mon partenaire de vie, Ouais. que je suis mariée, que je Mmh. suis plutôt épanouie dans ma relation amoureuse. Et du coup, ça fait, peut-être, 2 ans, on est en par peut-être 2 ans qu'on essaye d'avoir, un enfant. Ouais. Bon, moi, je savais qu'avec mon dès le début, quand on s'est rencontrés, je savais qu'avec mon endométriose, ça pourrait être compliqué. Ouais. Donc je lui ai dit que sans doute que la PMA serait ce qui serait rapidement ce vers quoi on se tournerait. Mmh. Donc on a essayé plus ou moins, sans se mettre la pression pendant 1 an et Mmh. après on a contacté un service de PMA, et voilà, on a fait les examens et on a, fait aujourd'hui 2 tentatives, de FIV. Mmh. Heu, une qui n'a rien donné Mmh. et une où j'ai fait une fausse couche, à peu près, 1 mois et demi, 2 mois. Mmh. Voilà, donc ça a été des épreuves, pas faciles. Bah oui, j'imagine, ouais. Mais c'est chaque étape, c'est chacune de ces épreuves, c'est des étapes supplémentaires qui m'apprennent des choses sur moi, Ouais. sur, mon couple, Mmh. sur, la société, sur, Mmh. comment aussi, il y a eu plein de questions. Enfin, quand ça n'a pas du tout fonctionné, c'est des questions. Ouais. C'est, «Mais pourquoi?» Et là, c'est aussi de pouvoir se dire, on n'a pas le contrôle sur tout. Bah ouais. La vie, elle choisit. Ouais. Mais par contre, on peut, optimiser, parce que la vie, elle vient se poser là où c'est aussi, où ça donne envie. Mmh. Donc on peut optimiser, notre, heu, notre jardin qu'il Ouais, est ouais, ouais. que les abeilles aient envie de venir. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et après, la fausse couche, c'est encore une fois pourquoi, mais Mmh. c'est aussi le regard, que portent les autres sur soi. Ouais, c'est-à-dire? C'est encore tabou, je pense, aujourd'hui, les fausses couches. En fait, quand ça t'arrive, tu te sens seule, mais d'un seul coup, tu te rends compte que énormément de gens autour de toi, l'ont vécu. Ouais. C'est banalisé, mais c'est pas facile, en fait, de faire une fausse couche, c'est autant sur le plan physique Mmh. parce moi, j'ai fait le choix de quand ma grossesse a arrêté d'évoluer, parce qu'elle est pas tom c'est pas tombé, Mmh. de me faire opérer pour l'enlever. D'accord. On vient quand même, c'est intrusif Ouais. et après on perd beaucoup de sang, enfin c'est fatigant. Mmh. Et sans parler, des bouleversements, hormonaux que ça implique. Mmh. Moi j'ai pris du poids. Moi je crois mon Suite corps, à ouais, cette fausse couche? mon corps je crois il avait pas noté que ça s'était Ah! terminé et il a continué de D'accord. grossir. J'ai pris peut-être, plus de 10 kilogrammes en 3 4 mois. OK. Donc faut gérer ça aussi, Ouais, OK. et C'est puis, intéressant ça, tu vois? Cet aspect-là, on n'en parle jamais en fait. Et pour avoir lu des choses, pour en parler, j'avais en tête pas mal d'aspects, mais cet aspect-là, tu vois? ouais, on parle pas beaucoup de tout ça et on parle pas aussi, de la gêne que les gens peuvent avoir, Mmh. entre pitié et en même temps, est-ce que tu as envie d'en parler? Ouais. Enfin voilà, c'est assez tabou.
Mmh. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse juste en parler comme, Ouais, un événement de vie, ouais. comme tous les événements qu'on traverse, tant dans la joie que dans la tristesse. Pour Mmh. moi, c'est ça qui permet de un peu dédramatiser, faire son deuil. Donc c'est pour ça que moi, j'en parle assez librement. Ouais. J'ai envie que, voilà, si demain il y a des femmes qui vivent des fausses couches et elles se sentent libres de pouvoir dire ce qu'elles ont ressenti. Moi, je le dis quand c'est arrivé, parce que j'étais très malade et j'étais très anxieuse parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mmh. Quand on m'a dit: «C'est terminé», ça m'a soulagée. J'étais D'accord. très triste de perdre ma grossesse, Mmh. mais en même temps, ça faisait des semaines que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais, Ça fait des semaines que j'étais mal physiquement. ouais, Bah, quand on te dit, «C'est bon, ça va s'arrêter», d'une certaine manière, tu es soulagée. d'accord. Et ça, j'aimerais que toutes les femmes puissent s'autoriser à le dire, parce que moi, j'ai beaucoup culpabilisé dans un premier temps. Je me dis: Mmh. «Attends, tu as fait une fille, tu es là, tu galères, tu tombes enceinte et tu es soulagée quand ça se termine. Pardon madame, mais il y a un truc qui Ouais, va pas». ouais, Bah non, c'est parce que cette grossesse-là, c'était particulièrement difficile. ouais. Et aujourd'hui, après ça a entraîné beaucoup de questions pour moi aussi. C'était parce que être enceinte, ça m'a fait peur. OK. Et Ça aussi, c'est un point important à à prendre en compte, en fait. oui, parce Heu, de se dire que, ben, l'idée de la grossesse, c'est pas forcément un tu vois, un paysage tout rose avec des des arcs-en-ciel et des mais licornes partout, c'est la maternité, c'est, si on prend le discours, véhiculé, c'est ça doit être génial, on doit être heureuse, c'est un accomplissement, on est contente. Mais la maternité, pour beaucoup de femmes, c'est énormément de questions. bien sûr. C'est énormément de peur, Mmh. ça vient questionner notre rapport à notre mère, Ouais, bien souvent. ouais. Les relations à nos mères, elles sont pas toujours simples. Mmh. Moi, c'est venu me dire: «Mais quel genre de mère j'ai envie de devenir?» Mmh. Moi, ma mère, je la trouve exceptionnelle, extraordinaire, Mmh. mais j'ai pas envie d'être une mère comme elle. Ouais, bien sûr. Et je suis très contente d'avoir eu une mère comme elle, mais je Mmh. n'ai pas envie d'être une mère comme elle. Mmh. Et je m'en suis rendu compte grâce à cette grossesse. OK. Avant, c'était pas des questions que je m'étais posées. Mmh. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a pas trop d'espace pour, bah, pour poser toutes ces questions, ces réflexions, pour, s'autoriser à s'inquiéter, à avoir peur, à même à dire que nos émotions Ouais. par rapport à tout ça. Moi, j'ai aussi, je pensais pas, mais du coup, d'avoir, un petit être qui grandit à l'intérieur de toi, moi, dans mon cas, bah, j'ai dû être alitée. Ça m'a privée d'une forme de liberté et ça a Mmh. été très dur à vivre pour moi. Mmh. Et c'est pas des choses, qu'on peut anticiper, qu'on peut prévoir, Bien sûr. qu'on peut mentaliser avant que ça arrive. Mmh. Donc tout ça, en tout cas, moi, dans les contes de fées qu'on m'avait racontés sur la grossesse, on m'a pas parlé de tout ça. Et donc je OK. suis un peu tombée des nues. OK. Et bah, je fais comme tout le monde, hein, j'ai tricoté, avec ce que j'avais Mmh. et je ressors de cette expérience, bah, en me connaissant un peu mieux, Ouais. en ayant encore des questions, en étant un peu plus réaliste aussi Ouais. sur les choses qui m'attendent. Et toujours, déterminée. En même temps, voilà, moi, ça m'arrive dans le cadre d'un parcours PMA, mais ça arrive à plein de femmes, dans des parcours classiques de vivre des fausses couches, même, des bébés qui décèdent, au cours de enfin, même, alors que enfin, où elles doivent accoucher. Enfin, il Mmh. y a des choses très, ça n'arrive pas, que de manière anecdotique. Il Ouais. y a plein de femmes qui sont concernées. Ouais. Ouais. Donc heu Donc voilà, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire sur, l'endométriose, du côté, moi je suis surtout concernée par la fertilité, pas tellement par la douleur, Ouais. parce que c'est les 2 sujets, Mmh. portés par l'endométriose.
Sur la fertilité, ce que j'ai envie de dire moi, c'est que c'est un parcours comme tant d'autres Mmh. dans la vie Ouais. et moi, je le vois comme un chemin de vie, en fait. Si pour l'instant, j'ai pas encore, heu, obtenu, ce pourquoi je bataille, Mmh. c'est parce que c'est pas encore le moment Mmh. et j'ai encore des choses à apprendre sur mon chemin mais je suis certaine que ça finira par, arriver. Dans la vie, quand on travaille dur pour quelque chose, en général on obtient, ce pour quoi on travaille. Ouais. Donc moi je continue de travailler sur moi, sur, mon rapport à cette maladie, sur ce qu'elle vient me signifier, sur, mon rapport à la maternité du coup, Mmh. à la violence, Ouais. à toutes ces questions qui au final, s'imbriquent et j'essaye, d'avancer, en ayant le moins de peur possible. Alors est-ce que c'est possible? Les peurs, elles sont là, mais c'est Bah comment on les oui, gère, c'est comment elles nous ça, dominent pas. c'est ça, c'est ça. C'est, être aussi dans, au lieu d'être dans des attentes, Mmh. par rapport à ces projets de grossesse, d'être plutôt dans des intentions. Ouais. Alors comment ça s'illustre, un exemple, concret peut-être? Bah, c'est une histoire de posture, je crois, parce que être dans l'attente d'un enfant, Mmh. c'est une forme de passivité, Mmh mh. Mmh. et c'est une forme de victimisation quelque part. D'accord. J'attends que quelque chose d'autre veuille bien faire quelque chose pour moi. Ouais. Heu et du coup, les attentes souvent ça engendre de la déception. Mmh. Alors que si on est dans l'intention, j'ai l'intention d'être mère, Ouais. je fais ce que je peux à mon échelle Ouais. pour favoriser la venue Mmh. de ce que je vise. Oui. Voilà et je mets, mon énergie à favoriser, mon hygiène de vie, Mmh. à favoriser, ma santé, Ouais. à favoriser mon bien-être, Mmh. ma disponibilité, mon ma réflexion sur ces questions-là, Ouais. pour faire en sorte que ça puisse se concrétiser. Mmh. C'est ça que je dirais la D'accord. différence. Ouais, je vois. Est-ce que c'est, est-ce que c'est des valeurs, un principe de vie que tu appliques, dans d'autres aspects de ton quotidien, de ta vie ou c'est principalement axé sur cette, Bah, je dirais que, globalement, dans ma vie, je peux avoir des attentes enfin, c'est ce sur quoi j'ai travaillé parce que naturellement, je vais être dans des attentes, d'accord. comme, beaucoup de gens, en Bien fait. sûr, c'est comme tous C'est les humains, je pense, c'est c'est humain, très, très mais c'est ce qui me fait beaucoup souffrir. d'accord. Ça peut être dans tous les domaines de ma vie. Mmh. Au travail, quand tu attends quelque chose, d'un collègue, quand tu attends quelque chose de ta hiérarchie, Mmh. quand tu l'as pas, c'est très inconfortable. Ouais. En amitié, c'est pareil, dans ta famille, c'est pareil, enfin, Mmh. dans tous les champs de ta vie. Donc je dis pas que j'y arrive 100 dans tous Ouais. les domaines, mais en tout cas, j'essaye de tendre vers, ça, Mmh. vers le fait d'être plus dans l'intention que dans l'attente c'est très égoïste parce qu'au final, c'est pour me préserver moi Bah, oui, bien sûr. et pour, vivre, les choses au mieux. Mmh. Parce que bon, ce passage sur cette terre, pas très long quand même. Donc autant essayer de le vivre le plus simplement et paisiblement, possible. Mmh. Ouais, complètement, complètement d'accord. Hem, Surtout quand on est dans des situations, où vraiment, tu sais, ces situations très intenses comme toi, ton parcours. Alors, moi, je te connais personnellement, mais donc du coup, je sais, à quel point ce désir de maternité est fort. Hem, mais dans justement dans ces situations-là, quand on a un désir qui est fort, qui fait sens pour nous, qui tu vois, qui nous presque donne, une raison de vivre, ne pas être dans l'attente, c'est un challenge, incroyable, en fait et c'est là où, ben, du coup, c'est ça le travail sur soi,
apporte aussi pas mal, quoi. C'est un processus, hein, finalement, tout ça. Mais c'est là que c'est important de pas se résumer à une seule chose dans Ouais, notre vie. OK. C'est-à-dire que, évidemment, si ma vie ne se résumait que à ce projet bébé, Mmh. on peut vite devenir obsessionnel, Ouais, bien et sûr. du coup être dans nos attentes, et ne voir que ça et cetera. Mmh. Mais comme je l'ai dit au début, moi je suis emballeuse, je suis voyageuse, je suis éducatrice, je suis la femme d'un homme, je suis une Mmh. femme tout court, je suis une amie, je suis tout ça et donc j'ai ce projet bébé qui me demande du travail, Mmh. mais j'ai tout le reste autour Ouais, qui fait que, dans les moments où c'est plus dur, bah, je peux me reposer sur mon mari, sur ma famille, sur mon travail, heu, sur mes amis, sur, les choses que j'aime faire, parce que j'aime aussi, faire, tout un tas de choses créatives, Mmh. sur mon sport, enfin voilà. Et je peux me reposer sur tout ça pour faire une pause, pour me ressourcer, pour me nourrir et puis pour repartir après, au Ouais. combat, sur ce qui est plus compliqué. Mmh. Et j'ai envie de dire, moi, mon combat aujourd'hui, il est sur le fait de devenir mère, mais on a tous des combats. Ouais. Il y en a, c'est pour le boulot, il y en a, c'est parce que ils cherchent leur moitié, ils trouvent pas. Mmh. Voilà, il y a autant de combats que de personnes, donc voilà, le mien il est sur ça et pour moi, la clé, c'est de pas se résumer qu'à une chose et de pouvoir, se ressourcer avec tout ce qui f ce tout ce qu'on a sous la main dans notre vie Ouais. pour se nourrir. Mmh. Dans tous les aspects, pas tous, mais dans nombreux aspects de ta vie qui sont comme ça, intenses, ton travail, ce parcours et cetera. Hem, je peux imaginer que c'est difficile en fait, de trouver un équilibre entre tous ces aspects-là, parce que, ben, comme t'aimes bien, comme tu es dans l'échange et dans l'humain, bah, du coup, l'échange et les et les humains autour de toi, tes proches, prennent aussi de la place, de façon positive, hein, mais je veux dire, c'est important, une part importante de ta vie. Hem, trouver l'équilibre, dans tout ça, ne pas se sacrifier, tu sais, que ce soit par ton travail qui est hyper demandeur, que ce soit par ce parcours aussi qui est hyper demandeur autant physiquement que mentalement, que ce soit par, tes proches, qui savent que tu es une personne présente, des fois, tu sais, on le fait pas exprès et puis on prend sans trop se rendre compte que voilà. En fait, comment on fait pour garder son vase, plein, tu sais? Et Mmh. comment toi tu fais finalement? C'est pas facile, c'est un chantier, work in progress. Cette notion de sacrifice, je suis vraiment en train de bosser dessus. OK. Heu, moi, le cap de la trentaine, ça a été, une période difficile parce que, l'amitié, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie depuis que je suis petite Mmh. et j'ai eu le sentiment que, vraiment à la trentaine, moi, j'accorde beaucoup d'importance à mon anniversaire et Mmh. à mes 30 ans, bon, c'était le covid et après, donc j'ai pas pu célébrer et après, mes autres anniversaires, j'ai j'ai plus senti, l'unité qu'il pouvait y avoir dans mon groupe d'amis, Mmh. et le fait je me suis plus sentie aussi importante pour eux et ça a été très dur pour moi. Ouais. Alors c'est quelque chose de naturel, tout le monde a fait sa famille, a a volé de ses propres ailes parce que je pense que quand on est jeune, on s'appuie les uns sur les Ouais, autres, ouais, ouais, ouais. pour grandir et Mmh. puis après on quitte le nid, quoi et sans doute que que j'étais un peu dans une posture de grande sœur ou en tout cas à m'occuper de mes petits oisillons et à y trouver un bénéfice, hein, parce Bien sûr. que l'être humain ne fait pas grand-chose gratos et ouais, ça a été, difficile de trouver cet équilibre, entre, me nourrir et donner.
Mmh. Ça m'a vraiment déstabilisée à la trentaine. Sur mon boulot, comme je t'ai dit, c'est la réflexion d'une carrière, hein, Mmh. de se réajuster. En fait, il y a rien d'acquis. Ouais. À un moment, on trouve des ajustements pour être dans l'équilibre entre le don et le fait de recevoir. Mmh. Et puis, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, ça se déstabilise. Il faut Ouais. repenser, nos stratégies. Donc, voilà, au niveau familial, c'est pareil. Dans mon couple, c'est pareil. Enfin, Mmh. le couple, moi, je suis intimement convaincue que si on veut que ça dure, tout le monde peut faire durer son couple, il suffit de l'entretenir. Il suffit Mmh. de se poser les questions, il suffit d'être dans la communication, il Mmh. suffit de 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 nourrir l'amour qu'on a, parce que si Mmh. on ne nourrit pas, ça finit toujours par s'arrêter. Ouais. Et ça se nourrit, par ce qu'on reçoit de l'autre, mais Ouais. aussi par ce qu'on donne. Et recevoir de l'autre, c'est aussi, pouvoir, verbaliser ce qu'on souhaite recevoir. Parce Mmh. que souvent on est là: «Mais il ne comprend rien, il ne comprend pas ce que je veux». Est-ce que tu lui as dit? Et Est-ce ben qu'il non, le sait? et non! Donc, ça c'est dans ma vie, sentimentale, c'est quelque chose qui pour moi contribue à mon estime, d'arriver à être, alors des fois c'est très inconfortable de devoir verbaliser tout ce qu'on ressent, tout ce Ouais. qu'on a envie, tout quoi. Ouais. Mais pour moi c'est nécessaire, parce que l'être humain ne comprend pas son semblable, de manière naturelle. Oui, oui, oui. Même Voilà, pas dans les pensées en plus, exactement. donc Donc, c'est encore la manière la plus simple d'arriver à cet équilibre. Et puis je dirais que oui, cet équilibre entre donner et recevoir, je l'ai davantage, acquis avec le travail sur moi-même et sur, accepter de recevoir. mmh. Parce que donner, c'était quelque chose d'assez naturel pour moi, mais recevoir, pas simple. Pas simple, pas simple. Aujourd'hui, je crois que j'ai atteint un niveau où j'arrive à m'autoriser à recevoir, des autres, dans un peu tous les domaines de ma vie. Mmh. Donc je pense que c'est ça qui permet, de maintenir, cap et une certaine, un certain apaisement global. Ouais. Parce que je me trouve quand même beaucoup plus apaisée qu'il y a quelques années. J'ai la chance d'être témoin de ta vie et je ne peux que que confirmer. Et c'est chouette en fait, c'est satisfaisant aussi de pouvoir, regarder derrière soi et de voir le chemin parcouru. Hem, Parce que, mmh, on a tendance un petit peu, tu sais, à se blâmer, à être dans le passé, «J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, oh là là», à se comparer aussi avec les autres, à se dire: «Oh mon Dieu, il ou elle a réussi ci ou ça et moi j'en suis là». Et peu c'est ça n'arrive pas, si souvent que ça, qu'on ça pose en fait et qu'on regarde derrière et qu'on regarde la personne qu'on était il y a quelques années ou même quelques mois parfois. Des fois c'est parfois même il y a même juste un déclic, alors ça peut même être d'un jour à l'autre Ouais, et c'est important je pense de faire ce chemin-là et pour apprécier aussi, qui on est au moment T. Qui on a été aussi, parce qu'il y a pas que du mauvais de toute façon, même s'il y a du chemin qui a été parcouru, même si on aime la personne qu'on est aujourd'hui, c'est intéressant d'être OK avec la personne qu'on était. alors ça, Et je suis complètement d'accord, ouais, sur, l'idée d'arriver à, enfin, je pense que vraiment la clé, c'est d'arriver à s'aimer soi, ouais, dans toutes ses facettes, les plus lumineuses comme les plus sombres. ouais, Moi, mon endométriose, j'ai appris à l'aimer aussi dans ce qu'elle m'a apporté. bien sûr. Heu, Dans mon travail, je focus sur ce qui fonctionne pour Mmh. continuer à aimer. Mmh. Et en fait, tout est une question de comment on regarde les choses. Ouais. Cette fausse couche, je peux la voir d'un côté, en me victimisant, Mmh. et je peux voir aussi ce que derrière ça m'a apporté, comment ça Mmh. m'a permis de m'ouvrir, sur de nouvelles choses, Ouais, d'explorer de nouvelles facettes de moi-même, ouais. et je crois que c'est ça vraiment la clé Mmh. du bonheur, enfin
d'être dans une vie, où en tout cas moi je prends du plaisir. Ouais, C'est les épreuves de la vie, on en rencontre tous. ouais, Voilà, il y a pas de petites ou de grosses galères. ouais, Tout le monde est face à ça et c'est le regard qu'on porte dessus et ouais. qu'est-ce qu'on en fait de ces Mmh. galères? Mmh, mmh mh. Et je pense que, moi je suis assez fière de ce que j'ai fait de mes galères au final et de comment je mène ma barque. Ouais. Et je pense que ça a pas été facile d'aimer, qui je suis. Moi, quand j'étais petite, tellement je me trouvais différente des autres. Je me rappelle vers 6 7 ans, j'étais dans ma chambre et j'essayais d'avoir un comportement parfait. D'une petite fille de mon âge, quelque chose de parfait Mmh. et moi, j'étais à cet âge-là, on m'avait coupé les cheveux à la garçonne, j'étais Ouais. boulette, je parlais trop fort par rapport aux autres, Mmh. bon, je rentrais pas dans les standards Ouais. et donc j'étais dans ma chambre: «1, 2, 3, je recommence ma vie». Waouh! Je faisais des trucs comme ça. Oh Bon, waouh! par contre, ça durait jamais plus de 10 minutes parce que au bout de 10 minutes, j'avais dit un truc qui collait pas dans mon standard de perfection et je dis: «Merde, bah, je recommencerai un autre jour parce que là, c'est bon, je suis fatiguée». Et voilà, je suis partie de là, en fait. Je suis Ouais. partie de cette petite fille de 6 7 ans, qui arrivait pas à s'accepter avec, cette différence et Mmh mh. aujourd'hui, j'aimerais tellement pouvoir aller la voir et lui dire: «Mais aime-toi dans ta différence. Mmh. Aime ce que tu as différent des autres, parce que c'est ce qui fait que tu es toi». Ouais. Moi, mon souhait le plus cher à ce moment-là, c'était d'être comme les autres, Ouais. comme toutes ces autres filles que tout le monde aime, que nanani Mmh. nanana. Et il a fallu que je parte de là pour arriver aujourd'hui à, me dire qu'en fait, je l'aime plutôt bien, cette dame-là qui parle des fois trop fort, qui, des fois est un peu trop moi-je, Mmh. qui des fois, est un peu madame je sais tout, Mmh. mais qui aussi, ne rechigne pas à l'effort pour aider les autres, Ouais. qui, aussi, est courageuse, Mmh. qui aussi, est généreuse, qui parfois est drôle, enfin voilà, c'est pas une mince affaire en fait Ouais, c'est de sûr. s'aimer dans ce monde-là. Ouais. Mais je me dis que ça devrait être notre goal, notre but, 1er de s'aimer. Hem, c'est intéressant, alors attends, je lisais c'était quoi? C'était pas du non, c'était pas une lecture. Je crois que je scrollais sur Instagram, en fait et je suis tombée sur un article, non, pas un article, pardon, une conversation entre 2 personnes, c'était un thème, un peu, tu sais, chrétien, biblique, tout ça. Et on parlait de ce truc-là: «Aime ton prochain comme toi-même» et en fait, la personne, elle disait: «On a souvent l'impression que ce verset, il est, comment dirais-je? Tourné vers l'autre, alors qu'en réalité, pas tellement. En fait, disons que l'autre n'est pas la priorité, en fait. C'est vraiment, aime-toi vraiment afin que tu puisses aimer l'autre comme Dieu attend que tu l'aimes. Hem, mais en fait, c'est vraiment, ce qu'elle disait, c'est que c'était vraiment un encouragement à s'aimer profondément soi-même avec tout, en fait, avec tout comme tu disais, les zones d'ombre et les zones de lumière et cetera, pour être capable d'aimer l'autre. Et c'est là que, souvent on fait fausse route parce que, et que la société véhicule quand même, quelque chose autour de ça. C'est qu'on nous dit d'abord d'aller aimer les autres Ouais, et ensuite de s'aimer soi. Alors que c'est et c'est très mal vu, hein, quand, dans notre société, judéo-chrétienne, ouais, quand on dit, «Bah non, d'abord moi, après les autres». ouais. Alors qu'au final, c'est ce qui est le plus sain. Bah oui. De s'aimer soi, d'être en paix avec soi Mmh. et derrière, du coup, on a des interactions avec les autres beaucoup plus saines Ouais. et on est plus disponible pour, transmettre des choses aux gens, les soutenir, Mmh.
être réellement présent pour eux. Mmh. Ne pas être présent pour eux dans un espèce de diktat de, Ouais. je vais être quelqu'un de bien parce que je suis présent pour les autres. Ouais. 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 Non, je suis présent pour les autres parce qu'en fait, je suis OK avec moi-même. Ouais. Donc là, je suis dispo. Ouais. Je suis dispo, j'ai et je rayonne sur vous, en fait. Ouais. Et c'est là que la méconnaissance, enfin, en tout cas, l'espèce de quiproquo qu'il y a Ouais. sur ce verset est gênant pour moi. Mmh. Est gênant, dans le message qu'on transmet, dans l'éducation, Ouais. bah, de ce petit monde. Mmh. Et voilà, faut pouvoir, moi par contre ce que on tend vers ça, hein, parce qu'on forcément on est dans une société, beaucoup plus individualiste et capitaliste, donc on capitalise sur soi, quoi. Ouais. Donc on mais c'est-à-dire faut pas non plus oublier l'autre partie, hein, du verset. Là, L'autre quand même. on tend vers, l'autre Ouais. n'est plus et c'est encore une fois cette histoire d'équilibre entre Mmh. les 2, c'est-à-dire, d'être tout pour l'autre, rien pour soi, c'est pas bon. D'être tout pour soi, rien pour l'autre, je pense pas que non plus, l'être humain s'épanouit dans ça Ouais. et pour moi, il faut un petit peu des 2, il faut un petit peu de soi, il faut un petit peu de l'autre et pour que la mayonnaise, prenne, quoi. Ouais. Et voilà, faut pas aller d'un extrême à l'autre. Parce Mmh. qu'on a vécu très, très longtemps dans une société où fallait être, au service, de l'autre, Ouais. heu, dans nos modes de travail, dans nos modes familiaux, Mmh. heu et aujourd'hui, on tend vers quelque chose où, voilà, c'est soi, tout seul. Mmh. Maintenant on travaille tout seul. Ouais. Beaucoup de freelance, Mmh. solo, l'équipe, beaucoup moins. Ouais. Les familles, bah, on a beaucoup de modèles différents, Mmh. beaucoup de modèles où on se retrouve seul. Ouais. Heu et je pense que, il faut voilà, les extrêmes, de toute façon, je pense que les extrêmes dans la vie, c'est vraiment ce qui nuit au bonheur. Mmh. C'est vraiment ce que j'ai compris. Enfin, en tout cas, c'est l'un des enseignements que j'ai compris, sur, ma courte vie. C'est, plus on est dans l'extrême, moins le bonheur, il peut être un peu éphémère, mais il sera pas durable. Ouais. Donc tendre vers quelque chose de centre, quoi, de D'équilibrer et de mesurer, mesurer, ouais. voilà. Mmh. Et ça, en général, ça marche bien, Ouais. je crois. Ah! C'est une bonne formule, de fin, une bonne conclusion, j'ai l'impression. Bah, soyons mesurés et tout ira bien. Qu'est-ce que, quel est le message, d'encouragement, ou le message tout court que tu voudrais, faire passer, aux personnes, qui nous écoutent, et qui écoutent, ton parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire? Bah, moi, je dirais, que la conclusion de tout ça, c'est, s'il y avait une petite recette au bonheur, c'est, un peu de mesure, Mmh. un peu d'amour de soi, un peu d'amour de l'autre. On check tout ça et puis, à consommer sans modération. Voilà, donc travaillez sur vous, soyez, attentifs à vous Mmh. et et ne perdez pas, de vue que le seul goal, Mmh. pour moi, valable, qui réunit plein d'autres goals, hein, Ouais, mais ouais. c'est de tendre, vers le bonheur Mmh. et rien d'autre à mon sens, ne compte donc bonne route vers le bonheur. Oh, parfait! Bon, bah, écoute Émilie, merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous avoir partagé ton histoire. C'était chouette. Bon, je la connais un petit peu, mais j'ai encore appris des choses, donc c'est cool. Merci tout simplement d'avoir été là.
Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, à nous dire un petit peu, à réagir, que ce soit en commentaire ou sur les réseaux, heu, chez Days. Si vous avez des questions pour Émilie, des réflexions, on peut toujours trouver un moyen d'y répondre et de partager ça avec vous. Donc c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là et on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de chez Days. Ciao, ciao.